Bienvenue à Les Affaires Brassicole, votre balado sur l'entrepreneuriat brassicole du Québec, avec Leonardo Calcagno de Baron Mac. Bonjour tout le monde, ici Leonardo Calcagno de Les Affaires Brassicole. J'espère que vous allez bien. On s'approche de notre 400e podcast des Affaires Brassicole déjà. Beaucoup de monde m'ont donné des bons feedbacks à l'intérieur de ça. Est-ce qu'on va changer la chanson, le tune du début? Peut-être. On travaille là-dessus. Je viens d'arriver en Ontario. Nos amis en Ontario vivent des moments difficiles un peu comme nous autres, des défis. Ils sont aussi en train de penser comment l'industrie va changer. So, c'est excellent. C'est un bon 3 jours que j'ai eu dans sa route avec eux autres. Puis, on va écrire quelques articles là-dessus pour comprendre un peu ce qui se passe en Ontario, puis voir comment tout change, puis comment ça peut aligner un peu ce qui se passe au Québec. Eux autres aussi ont vécu le côté, on ne sait pas ce qui se passe avec les 25 de tarifs, même 50 qui s'en vient. So, je pense que c'est un combat qui se met tranquillement. Puis, la conversation que j'ai eue avec beaucoup de monde là-bas, c'est est-ce qu'un jour, un maudit jour peut-être, pas un jour, un maudit jour, on va pouvoir vendre de la bière un peu partout au Canada pour peut-être créer un marché national pour ça. On verra. On ne sait jamais là-dessus. Mais pour l'instant, on revient au Québec, puis on parle aujourd'hui avec une gang. Ça fait longtemps que je voulais parler avec eux autres. Vous devez les connaître, si vous n'êtes pas allé déjà, comme moi, parce que je ne vais jamais aller. C'est le Festival des bières d'Alma, que depuis 11 ans cette année. Ils célèbrent la bière dans ce coin-là. Comme vous savez, il y a des belles brasseries dans ce coin-là. Puis, il y a beaucoup d'affaires qui se passent. Et bien sûr, il y a quelque chose d'intéressant de ce festival-là. Ce festival, c'est que continue à fonctionner assez bien quand même. Il y a un beau design, il y a beaucoup de dynamique, il y a beaucoup de monde qui me disait il y a des bons shows là-bas. Je sais que la Graine Jolie Rouge, des fois, il y a même des bons bands punk dans ce coin-là. Mais l'affaire, ce que j'aime d'eux autres, c'est qu'il y a une nouvelle stratégie qu'ils viennent mettre ensemble, eux autres. C'est une stratégie d'un podcast. Si vous allez sur leur site web ou sur les Facebook ou Instagram, partout ce que vous allez, vous allez voir des entrevues qu'ils ont faites. Puis nous, ça nous intéresse de savoir la stratégie du marketing en arrière de ça. Mais avant de comprendre un petit peu la stratégie qui s'en vient, comment ça va le festival, on va parler un petit peu des 10 ans du festival, 11e cette année, comprendre un petit peu de comment ça va en premier lieu, parce que comme vous savez, il y a 2 festivals qui ont fermé depuis 2 ans. Puis aussi, de plus en plus, on commence à penser comment on fait pour travailler ensemble, comment l'amateur de bière change. Comme vous savez, le monde ne boit plus de bière comme avant, c'est des cocktails, des bières sans alcool, tout ça. Et comment un festival de bière comme celui d'Alma peut être encore important pas seulement pour les amateurs de bière, mais pour l'industrie en soi. Aujourd'hui, on parle avec Catherine Bouliam, qui est membre du comité organisateur du Festival des bières d'Alma. On va parler un peu avec elle pour savoir toutes ces questions-là, puis plus encore. So, Catherine Bouliam, comment ça va? Ça va bien, toi? Excellent. Écoute, bien content de parler avec toi. On a enfin réussi après des courriels, tout ça. Je suis content, on s'est parlé. Ouais. Écoute, Catherine, comme je dis, c'est un festival que j'ai tout le temps eu des bonnes nouvelles là-dessus, de bons feedbacks. Le monde aime beaucoup ce festival-là. Le gars de Jolie Rouge, ben, il en parle comme c'est. Vous avez inventé de l'art, vous autres, hein? C'était vraiment. Le gars, il en parle beaucoup, je te dis. Puis, ce qui est intéressant, c'est comme je dis, que vous avez, depuis maintenant 11 ans, vous avez beaucoup changé, vous avez développé le festival-là. Et avant qu'on parle un petit peu de la stratégie, qu'est-ce qui s'en vient, tout ça, je voulais pas que nous parler un petit peu, comment ça a été le début de ça. C'est sûr, vous étiez dans le début, quand il y a eu l'enthousiasme de la bière, tout le monde en voulait. Et en vrai, ça fait 12 ans que vous existez. Vous avez 2 ans de fermer par la pandémie. Vous étiez dans le bon moment quand vous avez lancé ce festival-là. Et parlez un petit peu du festival, puis c'est quoi votre philosophie en arrière de ton festival? Ben, le festival, je pense que a progressé tranquillement, a évolué, je dirais, là, pendant une bonne dizaine d'années. C'était toujours constant, c'était toujours plus de festivaliers à chaque année. On allait toujours un peu de record en record. Rapidement, après quelques éditions, là, je vous dirais, ça fait peut-être 3 ou 4 éditions, on a quand même stabilisé notre nombre de microbrasseurs qui étaient là parce qu'on ne voulait pas nécessairement en ajouter tout le temps, parce qu'on ne voulait pas perdre l'identité. Puis on voulait garder le fun pour les brasseries aussi parce qu'on veut qu'ils fassent de l'argent finalement. Tu sais, s'il y en a trop, ben à un moment donné, on se partage ces festivaliers-là. Fait qu'on voulait garder notre bulle, notre identité. Puis je dirais que avec notre 10e, là, en tout cas, on verra comment la 11e va aller, mais avec notre 10e, j'ai l'impression qu'on a atteint, je vais dire un plateau.
première édition où on ne battait pas de record nécessairement, mais en même temps, notre site est déjà à pleine capacité. Tu sais, à un moment donné, en termes de nombre de festivaliers, je pense qu'on ne peut pas vraiment aller au-delà de ce qu'on fait déjà. Fait que maintenant, là, tu sais, on a évolué en termes de capacité. On a déménagé pour avoir un site plus grand. On ne veut plus déménager. On a trouvé notre happy place, là. Mais là, à partir de maintenant, on va y aller de l'interne, puis on va vraiment travailler sur l'expérience du festivalier pour, pendant ces 3 jours-là, comment on peut améliorer ça finalement. C'est quoi l'expérience l'amateur de bière? C'est quoi l'expérience que vous lui donnez? Mais c'est bien déjà qu'il n'y ait pas trop de monde, parce que des fois, moi, souvent, je vais à des festivals, puis il y a trop de monde. Je suis bien content que vous pensiez ça. Oui, bien, je pense qu'on veut garder ce moment de discussion-là. Tu sais, c'est sûr qu'il y a des temps plus morts. Quand on veut vraiment goûter, ben allez-y pas le vendredi soir à 9h. Si vous voulez avoir une jasette avec votre brasseur, c'est peut-être pas le bon moment. Mais tu sais, on est content de pouvoir garder des 5 à 7 plus intimistes. Puis en même temps, ben, on se met à animer un peu plus ces 5 à 7-là. Ce qui fait que les gens, des fois, sont un peu moins gênés, justement, d'y aller, de poser des questions. Puis ils savent où trouver la période de temps dans le festival où, en tout cas, ceux qui veulent vraiment se renseigner, ceux qui veulent y aller sur l'éducation brassicole, là, ils savent quel bon moment. En fait, quels moments sont opportuns là, dans nos 3 jours de festival. L'expérience du festivalier, de ce point-là, ne changera pas parce que nos brasseurs sont déjà au top. Tu sais, en termes d'éducation, en termes de contact avec le monde, c'est pour ça qu'ils viennent aussi chez nous, je pense, parce qu'ils apprécient ce côté-là. Mais ça va être leur donner des petits coups de main sur la façon dont ça se passe à l'intérieur de ces 3 jours-là. Comment on peut les rejoindre plus rapidement, comment on peut leur transmettre plus de contenu. On parlera du balado tantôt. Mais on veut vraiment essayer en plus, là, en bon français. Il y a quelque chose d'intéressant, tu sais, le consommateur, puis comment ça s'appelle ça, puis le brasseur ou la personne qui est chez vous, c'est le fournisseur, whatever. Il y a une bataille qui se passe de plus en plus maintenant, puis les festivals voient ça, c'est que la personne qui va voir les festivals consomme moins qu'avant. Ça, c'est quelque chose qu'on voit ça. Moi, je rappelle quand je suis revenu de la brasserie, quand je suis revenu de la pandémie, je rappelle qu'avant, à midi, tu peux avoir beaucoup de monde qui était déjà sous avant d'entrer. Maintenant, le monde commence à boire de l'eau, puis pas mal de ça, puis il y avait 5 heures quand ça sortait ça. Beaucoup plus de dégustation, le monde veut plus de dégustation de ça. Les brasseurs, souvent, qu'avant, ils disaient, Léo, je partais avec toutes j'avais plus de kegs. Maintenant, j'ai des kegs quand je vais de retour. Il y a une balance qu'il faut mettre dans ça. Depuis déjà, disons, 3-4 ans, la 4e année de la pandémie qui arrive, comment ça a été le changement pour les brasseurs de travailler avec ça? Parce que, quand tu dis que tu veux qu'ils fassent de l'argent, en même temps, il y a un gros changement dans l'industrie en soi. Vous avez au moins des belles brasseries dans le coin. Vous avez des grosses brasseries dans le coin. Vous avez, Saguenay, hein, c'est quand tu t'en vas là-bas, man, tu jettes une roche, puis tu as une brasserie dans ce coin-là, pas mal. Ah ouais. C'est impressionnant. Après, j'avais été pour le Lion Bleu, j'ai bu de la bière. À cause, tu manges 2 points là-bas, tu es à Riverbend. Après, tu vas voir la Gagnon Opéra. Tu fais ta liste assez vite. Quand je suis rentré de chez nous, avant de capoter, j'avais de la bière qui sortait de partout chez nous. Tu sais. Mais comment on fait pour garantir tout ça? Parce que, comme tu l'as dit, le consommateur n'est plus là, à ce point-là qu'il était avant. Tu sais. Ouais. Ben, nous, la première des choses, c'est que oui, on a des spectacles, mais les spectacles ne seront jamais la priorité. La bière demeurera toujours la priorité. Ce qui fait que oui, notre budget de spectacle augmente un peu avec les années, mais on essaye toujours de garder une certaine proportion parce que à la base, on fait des shows pour faire plaisir à nos festivaliers, pour mettre de l'ambiance et on ne fait pas des shows pour faire venir des festivaliers. Tu sais, on a toujours fait une petite distinction dans ça. Puis d'ailleurs, notre site était gratuit. L'accès était gratuit au site il y a quelques temps, les premières éditions. Puis à un moment donné, on a commencé à mettre des coûts juste pour les spectacles, justement, pour ceux-là qui voulaient venir voir les spectacles. Parce que, bon, comme dans tout bon festival, tu achètes ton forfait, ton verre de dégustation, tes coupons, tes jetons, peu importe. Puis tu avais droit à tout, tu sais. Mais il y en a qui voulaient venir juste pour les spectacles. Puis quand c'était encore gratuit, ben, on envoyait plus de ces gens-là, c'est certain. Fait qu'on a restreint ça un petit peu en commençant à charger pour faire des prix uniquement pour ceux qui venaient pour les spectacles. Fait que déjà là,
ceux qui ont leur boc, qui ont leur verre, qui ont leur kit de dégustation, sont déjà sur place. Fait que, tu sais, on sait qu'ils sont venus d'abord pour ça. Euh, Puis souvent, ben, dans les grosses soirées où ça arrive, tu sais, le site est déjà quand même pas mal plein. Fait que, tu sais, on remarque pas nécessairement je pense pas que les festivaliers qui sont là pour la chanson vont prendre le dessus un jour de ceux qui sont venus pour consommer, pour rencontrer les brasseurs. Fait qu'on, je pense qu'on s'assure de cette façon-là, de leur laisser une certaine chance là, de ce côté-là. Euh, Peut-être que chez nous, on est bon public pour les deux, parce que moi, oui, c'est une tendance, les gens boivent moins de bière, mais tu sais, on apporte de la sans-alcool. Il y a de plus en plus de drinks qui se font. Oui, on ouvre les portes aux micro-distilleries aussi. Fait que, tu sais, je pense que tout le monde se retrouve un petit peu là, avec ces petites adaptations-là. C'est quoi le pourcentage de bière, puis est-ce que tu as déjà disons, des chiffres de vente, le pourcentage de vente de bière, puis le pourcentage de non-bière? Vous avez quand même c'est les City du Nord, vous avez Tabet, Mhm. Blue Barrel, Kiwi, Joli Rouge, tout ça, puis Common. C'est quoi le pourcentage de vente que tu vois entre les. Tu as le data, ça, de savoir de bière, puis le non-bière? Est-ce que tu as le data dans les de ça? Ben, j'ai pas la vente comme telle, mais tu sais, on est quand même je dirais, on demeure sur 40 kiosques. Il y en a le trois quarts que c'est encore de la bière. Puis le dernier quart, on sépare ça en distillerie, tu sais, les sans-alcool, ben là, je peux pas vraiment le compter parce que c'est du kiosque par kiosque. Ah ouais? Mais c'est sûr que les distilleries sont toujours un bon vendeur. À chaque année, on le voit. Peu importe où le kiosque est placé sur le site, souvent, il y en a un où ça va faire fureur puis ça va fonctionner. Tu sais. Parce que oui, il y en a moins. Puis tu sais, il y en a qui n'en prendront pas de bière, mais au moins ils trouvent leur petit bonheur là-dedans. Mais j'ai pas senti de déception, si je vais dire. Ou, tu sais, chez nous, je pense que les chiffres demeurent bons pour à peu près tout le monde. Encore la dernière édition, là, ça arrivait qu'on était sur les dernières gouttes, là, parce que les gens disaient Hey, j'ai plus de stock, je vais fermer plus tôt. Là. Fait que c'est peut-être dans les prévisions, peut-être qu'on s'y prend plus réalistement, je ne le sais pas. Mais on arrive bien là, de ce côté-là. Est-ce qu'à un moment donné, vous avez pensé peut-être à poigner ce data-là? Parce que vous parlez avec le gars du Festival de Bulles et Whisky de Québec. Donc, je parlais de ça, nous autres, c'est comme le data. On a besoin d'avoir ce data-là. C'est bien cool d'avoir des kiosques, mais si on ne peut pas savoir qu'est-ce qu'il achète, qu'est-ce qu'il ne fait pas, qu'est-ce qu'on n'amène pas, tu sais, le consommateur est en changement complet. On vient de faire un article sur comment Athlétique, la bière sans alcool aux États-Unis, viennent de signer une entente avec Live Nation, puis ils sont dans 100 bars à 100 places des shows maintenant de plus en plus. Mhm. Est-ce qu'à long terme, c'est du data que tu aimerais commencer peut-être à développer, à chercher des clients? Parce que c'est comme tu sais, ça Ouais. coûte cher passer 3 jours là-bas. Souvent, c'est des brasseries qui sont proches de chez vous, bien sûr. Mhm. Quand tu vois des bières comme Calicus ou Robin qui viennent quand même d'un long voyage, est-ce que c'est des Ouais. affaires à long terme, vous pensez à côté marketing de pousser à ça? Oui, ben, c'est vrai que ça serait intéressant de les avoir. Tu sais, chaque année, on a quand même une idée. Là. On fait le décompte de ce qui a été vendu. On est toujours capable de s'orienter à savoir si c'est une bonne année, c'est une mauvaise année, si, bon, OK, on est habitué, ceux-là vendent plus, là, c'est encore plein. On a quand même une bonne année, une bonne idée, je devrais dire. Mais c'est vrai, ça serait intéressant de voir ça. Puis d'autant plus, avec l'arrivée de la sans-alcool, ça fait quelques années qu'on commence à en servir. En fait, que les brasseurs en apportent, parce qu'au début, il n'y en avait pas tellement. Il y a des gens, on se faisait faire un kiosque spécial, un partenaire du coin qui disait OK, moi, je vais donner de la sans-alcool. Il n'y avait pas beaucoup de monde qui y allait, là. Puis c'était le seul endroit où les gens pouvaient avoir du sans-alcool au niveau de la bière, du moins. Là. On voit vraiment une progression là-dessus. Fait qu'à un moment donné, je pense qu'on va devoir faire du cas par cas un peu. Si c'est pas automatique, parce qu'en même temps, si les brasseurs arrivent toujours avec une belle offre de sans-alcool, ça devient plus tellement à nous de gérer ça. Mhm. Euh, si ça commence à être une demande qui est en forte croissance, puis que les micros veulent pas trop parce qu'on est en festival ou peu importe les raisons qu'il y a là, de ne pas apporter le cake de sans-alcool, ben, on va falloir qu'on se penche là-dessus plus précisément. Même chose pour ce qui est des distilleries, de l'alcool fort, des cocktails. Si la demande suit plus ce qu'on voit nous autres sur le terrain, il va falloir avoir oui, des données plus précises là-dessus.
Comment ça va depuis 10 ans? Parce que, tu sais, comme dit, Alma, c'est un festival que je sais que fonctionne bien. La, Mhm. la clientèle est là, c'est une bonne place, c'est un bon voyage quand tu t'en vas dans ce coin-là. Comment ça va le festival? Pas financièrement, mais c'est comme tout le festival en soi, comment il va? Ben, tout, tout va bien, je dirais. On est chanceux parce que je pense qu'on a vraiment réussi à aller chercher le cœur des gens chez nous. On a un autre festival qui se tient la semaine précédant la nôtre à Saguenay. Puis ça, on est quand même tout près, là, c'est une Ah ouais? quarantaine de minutes. Là, on cohabite. Là, tu vis à Alma, tu vas à Saguenay à tout bout de champ. Mais on est tellement différents côté identitaire qu'on on se bat même pas dans tout ça. Il y a de la place pour tout le monde dans le coin. Oui, tu l'as dit, on est déjà une région où il y en a partout. Je pense qu'on est la région où il y a le plus fort taux de microbrasserie par habitant. Là, on est assez bien desservi. Fait que oui, on a les amateurs qui sont au rendez-vous. Puis au-delà de la bière, je pense qu'on a réussi à créer aussi un événement qui était ultra rassembleur. On voit des gens, des familles qui, eux, la date du festival, ils la réservent parce que c'est là que les cousins, les cousines qui sont à l'extérieur vont s'en venir, ils vont se rejoindre au festival. Ça devient vraiment un rassemblement. L'été passé, il y en a qui disaient la nouvelle Saint-Jean du lac Saint-Jean. Il y en a qui. C'est vraiment aller chercher le monde. C'est une tradition, puis ça, on l'a installé, puis je pense, en tout cas. Vas-y, Mais droit tout le temps. on n'a pas l'air parti pour le perdre. Là. Fait que, de poursuivre sur cette lancée-là, ou du moins de conserver ce bel état-là, c'est là-dessus qu'on travaille. Puis, on va se le dire, on a été chanceux. Là. Si on n'avait pas les gens, si on n'avait pas les microbrasseurs du coin qui sont tout le temps là pour nous donner un coup de main, ça n'a pas de sens. Si tu parlais du Lion Bleu, on avait la gang de Bercé, de Riverbend aussi, pas loin. Les sites Jolly Rouge aussi, c'est vrai qu'on les aime beaucoup, nous autres aussi. On a des gens dans le coin qui sont super aidants, qui veulent participer, qui veulent que notre festival fonctionne, puis qui sont toujours prêts à faire plein d'affaires. Ils sont contents d'être là, sont contents de recevoir le monde aussi. Fait que de venir donner un coup de main au festival, nous autres, il n'y en a pas de problème. Là. Fait qu'on on est vraiment chanceux dans tout ça aussi, je pense. Excellent. Côté commanditaire, est-ce que les commanditaires sont tout en rendez-vous ou sont en train de plus en plus en train de chercher avoir plus de data, tout ça, ou les commanditaires, ça reste des commanditaires qui veulent embarquer avec vous autres, travailler avec vous autres pour s'agrosser? Comment ça fonctionne chez vous? Oui, on est chanceux aussi de ce côté-là. En fait, les commanditaires qui étaient là au début sont encore là. Notre principal est demeuré longtemps. C'est sûr qu'à toutes les années, on a tout le temps une petite période en début d'année où on se gratte la tête. Mais en même temps, c'est de relancer la machine parce qu'on se rend compte que les gens sont encore fidèles. Encore récemment, là, on avait des nouveaux partenaires qui voulaient se joindre à nous, puis pas seulement en échange de services, là, vraiment en contribuant financièrement. Fait que, là-dessus, ça va bien aussi. Puis encore là, les gens se le sont tellement appropriés qu'on peut profiter de ça aussi pour, quand c'est le temps d'en recruter des partenaires. Notre nom, il est plus tellement à faire là, dans le coin d'Alma. Là. Fait que ça facilite les choses, mettons. Est-ce qu'il y a des nouveautés qui s'en viennent cette année? Vous avez, à part le nouveau podcast on va parler plus tard, mais est-ce qu'il Mhm. y a des nouveautés qui s'en viennent dans la programmation, dans les exposants? Est-ce qu'il y a des nouveaux produits? Si vous n'avez pas de vin vraiment dans votre produit, dans votre offre en soi? Il n'y a pas de vin chez vous vraiment, hein? Non, il n'y a pas de vin. On a un gros festival dans la région, le Festival Ouais. des vins de Saguenay aussi. Puis ça, c'est un beau succès aussi. Puis je pense qu'on leur laisse cette partie, on va dire. Puis sinon, du côté des nouveautés, cette année, on en a un petit peu, surtout dans je parlais de l'expérience du festivalier, puis là, je ne veux pas trop m'avancer tant qu'on n'est pas installé, mais on va avoir un petit peu de nouveautés côté numérique pour OK. faciliter la vie des gens. Ouais, j'en dis pas plus que ça, je pense. Sinon, l'année passée, c'était une grosse édition, nos 10 ans, on les a fêtés en grand. On est arrivé avec plein de gros stocks. On va garder de ça aussi les 5 à 7. On avait des spectacles qui sont arrivés l'an dernier pour animer les 5 à 7. Fait qu'on va conserver ça aussi. Puis, le balado, on en a parlé aussi. Là. Fait je pense qu'on est plus dans une année on roule sur ce qu'on a déjà mis en place avec quelques petits ajouts là, qu'on va annoncer d'ici le mois de mai. Est-ce que vous autres, vous voyez de plus en plus des festivals comme vous autres, il y a même une section d'affaires chez vous? Parce que Mhm. souvent, là, ça va être un moment où les brasseurs sont là, les clients sont là. Est-ce que vous voulez mettre en place ou pensez tranquillement mettre en place une section affaires dans ce coin-là? Tu sais, comme
un petit 5, c'est comme avant le festival, le monde peut se parler de savoir, prendre un pouls un petit peu de votre région, trouver un petit peu ce qui se passe dans l'industrie en soi. Parce que moi, chaque année, honnêtement, dans tous les festivals de bière que je vais, je bois peut-être 2 bières. Parce que tout ce que je fais, c'est marcher puis parler avec du monde. Puis on parle souvent de la business, qu'est-ce qui se passe, qui s'en vient, le manque de ça, tout ça. Est-ce qu'à long terme, tu penses qu'un festival comme le tien, c'est un bon moment d'avoir une petite demi-journée avant, quand le monde se pointe là-bas? Est-ce que c'est quelque chose qui pourrait t'intéresser? Là, j'essaie de voir ça logistiquement. Je pense qu'on n'aurait pas le temps. Parce que les gens, il y en a beaucoup hein, dans cette période-là des festivals, puis ça court à gauche, à droite. Puis tu sais, souvent, les micros arrivent dernière minute, puis parce qu'ils souvent ils arrivent d'un autre festival aussi. Côté timing, là, je sais que ça serait peut-être difficile à cadrer, mais en même temps, j'ai l'impression qu'ils le font déjà. Parce que tout le monde nous dit c'est le fun parce qu'on jase, on s'entraide, mais en même temps, ils viennent eux autres aussi, je pense, comme des petites vacances. D'accord. Les micros, quand ils sont chez nous, ils viennent chez nous parce qu'ils font le party avec nous autres aussi. Tu sais. Fait que je ne sais pas si eux ont vraiment envie de ça dans les 3 jours où ils sont à Alma. Puis ceux qui ont besoin de le faire, je pense qu'ils le font naturellement, tissent des liens naturellement, discutent, tout ça. Il y a beaucoup d'échanges qui se fait entre les microbrasseurs qui sont présents. Mais advenant le cas où on aurait une demande ou des gens, c'est sûr qu'on embarquerait là-dedans à 100 000 %. Nous autres, tout ce qu'on peut faire pour les aider, on va le faire. On le fait le festival pour ça. Là. Excellent. Une des raisons que je voulais vous parler, vous autres, c'est votre stratégie de podcast. Ma bière, le podcast. Vous avez commencé une série de podcasts qui est vraiment bon. J'ai écouté celui le premier avec le Lion Bleu avec David Otis. Puis, c'était quoi le but de mettre en place ça? Tu sais, je vois de plus en plus des festivals qui appellent des podcasters pour le faire, mais c'est rare ceux, des festivals qui le font pour eux autres. Souvent, ça va être des moins invités du monde, comme nous autres, qu'on nous invite à faire un podcast pour la journée et tout ça. Mais cette fois-ci, vous le faites à l'interne. Et c'était quoi le but? Puis c'était quoi l'inspiration derrière de ça? Ben, et d'un, c'est parti du 10 ans, là, parce qu'on voulait faire quelque chose de big pour nos 10 ans. On a eu un coup de main de Zigzag chez nous, qui ont produit le vidéo, qui ont produit le podcast, qui produisent beaucoup de nos images aussi, qui avaient envie de travailler sur un podcast. Puis on en est un peu, à force de brainstormer, on en est venu à ça. On voulait deux choses. On voulait avoir le temps de discuter vraiment avec nos micros, puis d'éduquer les gens, parce que des fois, on ne part pas tous du même niveau là, quand c'est le temps de prendre une gorgée de bière. Là, on voulait rendre ça facile pour tout le monde, puis on voulait avoir un support pour le faire. Puis on voulait avoir du contenu aussi pour meubler l'année. Parce que oui, il y a un festival le mois avant. Écoute, sur les médias sociaux, il y en a plein du contenu. Il y a plein de choses à dire. Il y a plein de. Mais le reste de l'année, on veut continuer à être vivant aussi auprès des gens. Fait que d'avoir du contenu comme ça qui est informatif pour eux autres, qui est le fun à regarder, qui est vraiment le fun à faire pour moi parce que c'est moi qui l'ai animé, ça rend ça accessibilise tout ce qu'on fait autour. Ça donne une autre vision aussi là, en pouvant le partager avec les gens. Comment a été la réponse du monde des podcasts? Bien là, ça va bien. C'est sûr que là, on vient juste de les lancer, puis on y va vraiment doucement. Petit peu par petit peu. Là, la première série, on a 4 personnes qui sont venues nous voir. J'avais des micros du coin, c'est sûr, parce qu'on avait le Lion Bleu, on a bercé microbrasserie aussi. On voulait avoir des gens qui étaient avec nous depuis un petit bout. On est allé voir Joe Filto aussi, du côté de l'Ironie du 13, avoir un peu l'aperçu d'une micro en démarrage aussi, parce que lui aussi, c'est une réalité qui est assez récente dans son cas. Puis La Souche à Québec, je pense que son nom n'est plus à faire aussi. Fait que pour nous, c'était devenu un incontournable là, de discuter avec eux. Puis, tu sais, d'année après année, nous autres, on voit ça comme une façon, oui, pour nous autres, ça fonctionne, mais c'est une autre façon de donner un coup de main aussi au micro. Parce que, bon, tu parlais de David Otis du Lion Bleu. Pendant le podcast, ce n'est que David qui parle de sa bière, de ce que lui en pense, de ce qu'il pense du milieu. On veut leur laisser du temps aussi parce que ces gars-là sont passionnés. Puis on veut leur laisser un véhicule pour qu'ils puissent la transmettre, cette passion-là. Est-ce que vous pensez créer plus de podcasts pendant que vous êtes là, en arrière de ça? Est-ce que vous pensez mettre en place une autre stratégie de ça avec une infolette ou le kit? Est-ce que ça génère déjà? Oui, l'infolettre est dans nos cartons. Le podcast aussi, on travaille là-dessus pour la prochaine édition. Là, c'est vraiment un concept qu'on a aimé. Puis là, on est en train de voir comment on l'orienterait parce qu'on
ne veut pas trop se détourner de ça, mais comment on l'oriente pour les prochaines années, peut-être pour que ça soit quelque chose qui est durable. Puis on ne se ment pas que c'est quand même un investissement. Là. Je veux dire, on n'a pas. C'est pas un. C'est un podcast qui est quand même assez léché. Les gars ont pris le temps de tourner des belles images. Fait qu'on veut faire si on veut le faire vivre, on veut faire bien les choses. Ben, excellent. Est-ce que tu as eu des feedbacks d'autres festivals concernant ça? Non, je n'ai pas eu les autres festivals, par exemple. Beaucoup de microbrasseurs qui nous ont écrit pour nous dire que c'était cool, que c'était le fun. Ils partagent aussi beaucoup sur leurs réseaux, c'est sûr, ceux qui ont participé à tout ça. Mais les autres festivals, pas encore, pas encore. Bien weird, hein, c'est bien weird. Votre histoire entre vous autres, les festivals, je trouve ça tout le temps weird qu'on se parle pas assez, tu sais. Ouais, ça, je suis d'accord. On a tellement peur mais c'est ça, c'est tellement difficile. Les gens travaillent fort. Nous autres, on est juste des bénévoles en plus. Puis c'est souvent le cas de bien des festivals. Fait que, tu sais, tu es tellement concentré dans ta bulle, tu travailles tellement fort à tes affaires que soit tu n'as pas le temps d'aller voir les autres comment ça se passe, ou soit tu as tellement peur pour ton petit carré de sable que tu prends pas de chance. OK. Une affaire, comme je dis au début du podcast, c'est qu'on a vu beaucoup de fermetures pas beaucoup de fermetures, mais beaucoup de fermetures de festivals. On a vu aussi les commanditaires qui s'en vont tranquillement parce qu'on est en train de développer d'autres systèmes. Il y a d'autres canaux pour vendre de la bière, d'autres canaux pour aller voir des clients, tout ça. C'est quoi les défis que tu vois dans les festivals ailleurs? Parce qu'on il y avait deux festivals près de chez vous, je pense, qui ont fermé. On a eu il y a d'autres festivals avec qui j'ai parlé. Peut-être cette année, c'est l'année qu'ils ont, parce que ça dépend ce qui était. Toi, tu es dans une bonne place pour ça, pour ton festival. Mais comment tu vois l'industrie du festival, puis du Québec maintenant, puis le festival à long terme? Ben, c'est sûr que là, commencer maintenant, je trouve que c'est plus difficile que ce que nous, on aurait vécu. Parce que là, maintenant, quand tu es récent, si ta place n'est pas déjà faite, il y en a tellement que ça peut être difficile justement à créer ton identité puis à te démarquer de tout ce qu'il y a. Puis veut pas, les festivals de bière vont suivre un peu ce qui se passe avec du côté des microbrasseries, parce que des microbrasseries aussi, on est dans une période charnière où il y en a beaucoup là, qui sont entre un petit peu, on va dire, la vie et la mort. Là. Puis ils réussiront pas tous à survivre. Là. Tu sais, ça, on l'a peut-être senti chez certains dans la dernière année, les 2 dernières années, peut-être, là, des gens qui venaient toujours, qui ne sont pas venus. Peut-être des fois, ça peut sembler plus difficile pour eux aussi. Fait que je pense qu'on va suivre le marché de ce côté-là aussi. Éventuellement, est-ce qu'on pourrait avoir moins de kiosques? Peut-être. Ça va dépendre de ce que le marché a à offrir. Puis, tu sais, ça se régionalise beaucoup aussi, le marché de la bière. Maintenant, tu sais, avant, c'était plus facile pour eux d'exporter, d'aller en vendre ailleurs, mais là, il y en a tellement des micros. Puis ils font tellement leur argent dans leur région locale souvent que est-ce que ça va faire un impact aussi sur nos festivals? Est-ce qu'on va en venir à avoir des micros qui ne voudront plus trop sortir des régions puis à faire des festivals, même si on veut toujours avoir une bonne représentation extérieure? Est-ce que les gens vont continuer de sortir ou vont se concentrer sur leur territoire? Peut-être qu'on va le ressentir aussi, mais ça, je ne pourrais pas dire quel côté ça va prendre. Puis vous autres, ce que vous pensez à vous autres à long terme, c'est des questions que vous allez vous poser en plus? C'est des questions tranquillement qui se posent dans vous autres? Vous êtes c'est pour ça que vous n'êtes pas du bon pays en arrière de ça, mais vous voulez quand même que ça continue, cette affaire-là, que vous avez une belle programmation musicale. Est-ce qu'il y a des stratégies que vous mettez en place, qu'il y a plus de musique que vous allez mettre en place pour que ça amène plus de monde? Toutes ces affaires-là? Déjà, le juste côté fonctionnement, c'est la première année qu'on va le faire. Mais l'année passée, on a eu une grande discussion à savoir est-ce qu'on peut encore continuer en tant que bénévole. Okay. On est une dizaine là, de membres sur le comité organisateur et jusqu'à l'an dernier, on était à 100% bénévoles, tout le monde. Tout le monde a des jobs, tout le monde a des familles, tout le monde n'a pas de temps, finalement. Fait on s'est vraiment questionné à savoir jusqu'à quel point là, on était prêt à continuer encore comme ça. Puis on en est venu à la conclusion que là, il faudrait peut-être commencer à donner à contrat certaines affaires. Tu sais, sur le site, on le donnait de plus en plus de choses en sous-traitance puis à contrat, de monter les lumières, tu sais, du gommage qui prenait énormément de temps. Là, maintenant, on en donne plus à contrat pour que les gens viennent le faire, mais vraiment au sein du festival comme tel, d'avoir une personne
qui on la paie tant d'heures par semaine pour qu'elle fasse au moins la base, le genre de choses administratives que nous, on n'a pas le temps de faire, puis pour qu'on continue de vouloir s'impliquer, d'avoir du fun, puis que les affaires qu'on fait, on va dire gratis, soit le fun aussi, puis continue de nous donner envie de nous impliquer. Tu sais, c'est comme un cercle vicieux à un moment donné, là. Fait que ça, c'est un gros changement qu'on a fait parce qu'on va avoir fait 10 éditions en étant 100% bénévole, là. Ouais, c'est beaucoup, hein. Fait que là, d'avoir quelqu'un, puis tu sais, même si c'est pas quelqu'un qui est là à temps plein, là, puis même si c'est juste une personne, pour nous, c'est un grand, grand changement cette année. Excellent. Écoute, félicitations pour les 11e qui s'en vient. Félicitations pour le podcast. Comme je dis, je l'ai écouté, c'est vraiment beau. C'est une belle stratégie. Mais hâte de voir l'année prochaine comment ça va avec ça. Est-ce que Ouais. vous avez fait des podcasts live là-bas là, cette année? Cette année, vous allez faire des lives ou c'est Euh, encore on Peut-être, pense? on sait pas. On le sait pas, là. Tu sais, on attendait de voir comment ça se plaçait cette année. Moi, c'est sûr que je ne suis pas objective, là, mais j'ai adoré les images que ça donnait. Fait que ça pourrait être quelque chose de le fun qui pourrait se faire live, effectivement. Peut-être pas toutes, mais oui, c'est une option. Est-ce qu'on connaît un petit peu la programmation musicale qui s'en vient? Je sais qu'il y a du monde quand ils savaient qu'ils allaient faire l'entrevue avec vous autres, c'est comme est-ce qu'ils vont amener des bons bains comme les autres fois? Qu'est-ce qui s'en vient? Oui, on la connaît. Oui, ça va être bon, mais non, je ne le dirai pas. Mais écoute, Catherine, merci beaucoup de ton temps. Écoute, on va essayer d'aller, comme je dis à tout le monde, essayez d'aller dans votre coin. Comme je dis, il faut que je retourne. La fois, j'ai passé 3 jours seulement. Puis, écoute, j'ai même pas fait la moitié de ce que je voulais faire. Je voulais voir la gagne de la pierre. J'ai pas eu le temps de les voir. Puis, écoute, sur votre prochain festival, c'est la 11e édition du 24 au 26 juillet 2025. Ouais. Puis, bien sûr, le Festival de bières Alma, plein de bières, plein de musique, plein de choses qui se passent. Puis, est-ce quelque chose d'autre que tu voulais dire avant de partir? Juste vous inviter, remercier les gens qui viennent nous voir, puis tu sais, n'hésitez pas à tenter l'expérience parce que pour ceux qui sont jamais venus, même en après-midi, là, on travaille toujours à rajouter des choses pour animer un peu le site, puis pour rendre ça encore plus vivant. Fait que ben, c'est à vous de venir voir si on a réussi encore cette année. Bien, excellent. Écoute, merci beaucoup, Catherine, pour ton temps, puis on se parle dans pas long. Hey, super, j'attends tes nouvelles. Merci tout le monde. Ici Leonardo Calcagno des Affaires Brassicole. Merci beaucoup d'avoir écouté notre dernier podcast. Il y a plein de choses qui s'en viennent. Le 400e s'en vient dans pas long. Est-ce qu'il faut changer de musique? Il y a du monde qui m'ont dit oui. On va voir ce qu'on fait avec ça. Ce balado est commandité par Can Management. Si vous avez besoin de canage mobile ou d'autres services de canage, contactez Can Management. Et pour Keg Management, si vous avez besoin de Keg, location ou achat, contactez Keg Management. Et bien sûr, Ballon Mac continue son section Ballon Pro. Merci encore les abonnés. À chaque semaine, on reçoit des nouveaux abonnements. Puis oui, on continue à grossir là-dessus. L'infolette est sortie la semaine passée, d'autres qui s'en viennent. Puis bien sûr, on va travailler sur un nouveau journal en anglais qui sort le mois prochain. On va être au Nouveau-Brunswick, parce qu'on fait, je fais une petite conférence sur le taproom pour parler un petit peu comment faire de l'argent avec taproom, puis voir qu'est-ce qui se passe dans l'industrie. Si vous êtes à Nouveau-Brunswick, dans le 5 et le 6 mars, je vais être là avec la gang de Cake Management pour parler avec du monde. On va avoir notre numéro en anglais en plus là-bas. Puis, je vais essayer de faire un petit tour voir du monde dans le coin que j'ai manqué la dernière fois que je suis allé là-bas. Abonnez-vous à baronmac.com, Baron Pro. Merci beaucoup et à la prochaine.